Bonjour à tous et bienvenue sur Radio JM. Nous sommes exceptionnellement à l'extérieur de notre studio au Palais de la Bourse aux côtés du président de la Chambre de commerce et d'industrie ex-Marseille-Provence, Jean-Luc Chauvin. Bonjour. Bonjour, Bonne année à vous, meilleurs vœux. bonne année à vous tous. J'ai pris l'habitude de dire douce et heureuse année 2024 pour nous tous. Ça pose un contexte peut-être de changement par rapport aux années qu'on vient de passer, de crises successives. On va aborder beaucoup de sujets pour ce premier entretien de l'année 2024. 2024 qui sera évidemment une année sportive, celle des Jeux Olympiques à Paris mais aussi à Marseille. Comment cet événement planétaire va permettre d'exposer notre territoire et surtout les talents, les entreprises qui constituent notre territoire. Bah, écoutez, les Jeux Olympiques, effectivement, c'est une chance extraordinaire en matière d'image et d'attractivité pour notre territoire, puisque globalement le monde entier aura les yeux braqués sur la France et en particulier sur Marseille pour les épreuves de voile ou le tournoi de football. Avec au passage un premier élément d'ailleurs à souligner, c'est que ici, à jamais les premiers, nous aurons comment dire, notre premier match du tournoi de foot avant même la cérémonie d'ouverture des JO et donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors comment on va faire? D'abord, je crois que les caméras du monde entier vont pouvoir tourner des images en plus à partir de la mer magnifique pour montrer là où on vit, la qualité de vie qui est la nôtre et pour pouvoir attirer, je dirais, les regards des futurs investisseurs à nous rejoindre. Le deuxième sujet, c'est au fond comment on va faire aussi pour faire voir notre façon de vivre. Eh ben, c'est dans la façon de recevoir les gens qui vont venir, de les accueillir et de leur faire partager notre façon de travailler. Et puis enfin, probablement grâce au club que nous avons monté, avec autour des partenaires, sponsors officiels, partenaires des Jeux Olympiques, la dynamique de toutes nos entreprises du territoire, nos TPE-PME, sur le club AMP 24, qui met en avant déjà depuis plus d'un an des sportifs potentiels médaillés, mais aussi des sportifs, bien sûr, de la prochaine génération, aussi bien dans les disciplines qui sont ici, mais dans d'autres disciplines qui vont se passer à Paris, aussi bien en paralympique qu'en sportif. Je crois que ça fait un bon complément qui va permettre de donner envie peut-être à des gens qui peuvent regarder ou qui seront présents de venir voir à ce moment-là d'un peu plus près ce qu'on y fait. Il va falloir qu'on profite de cette occasion pour raconter une histoire, celle de ce que fait ce territoire et des enjeux des 3 prochaines décennies qui tournent autour de la décarbonation, autour de la santé en particulier des biotech et des medtech et autour du numérique, de l'utilisation de la data, de l'intelligence artificielle. Voilà, on a des atouts à nous de continuer à performer. Pensez-vous que l'événement sera à la hauteur des attentes des commerçants? J'ai entendu dire effectivement ces dernières semaines, les hôtels de la région notamment sont loin de faire le plein pour cet été. Est-ce que vous pensez que ça va prendre finalement dans les prochains mois, les prochaines semaines? Écoutez, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute, les sites olympiques sont prêts, le sport et les athlètes sont prêts, la compétition sera belle, et je pense que les citoyens du monde entier seront présents. Il y a quelques adaptations, il faut quand même faire attention aux prix qui seront proposés, et ça peut être un élément, mais on aura beaucoup de touristes pendant cette période, comme d'ailleurs à Paris. Le sujet sera plus de comment on va pouvoir accueillir correctement tous nos touristes. Et on a une épingle du jeu à tirer ici, parce que je crois que même si les jeux se passent, si les épreuves sportives se passent sur Marseille, c'est l'ensemble du territoire qui va être irrigué. C'est l'ensemble du territoire parce que certains nombre iront à Aix et je sais que les hôteliers aixois me disent déjà qu'ils ont quasiment fait plein. D'autres iront dans les Alpilles, d'autres iront au bord de la mer, à Carry, à Saucé, à Cassis, à La Ciotat. Et je crois que les gens qui vont venir ici, de ce qu'on constate aujourd'hui, vont profiter des épreuves olympiques pour faire un petit peu de temps ici, pour aller visiter d'autres villes, pour aller visiter la Provence, pour aller visiter les Alpilles, pour aller visiter le Luberon, pour aller visiter. Et donc c'est un sujet qu'il faut traiter tous ensemble de territoire. Et puis je voudrais dire aussi, quand même, parce que de temps en temps ça fait du bien, à jamais les premiers, j'aime bien ce mantra en ce moment, que c'est une révision un peu de ce qui va se passer. Parce que, enfin une révision grandeur nature, qu'on se comprenne bien, c'est une très belle opération. Mais 6 ans après, nous aurons à nouveau des Jeux Olympiques dans la région, des Jeux Olympiques d'hiver, donc même si ce n'est pas les mêmes sports, mais où notre territoire sera à nouveau mis en avant. Il n'y a aucun territoire au monde qui a accueilli 2 fois d'affilée en 6 ans les Jeux Olympiques. Ça sera le cas pour nous. Ça sera le cas pour la France et ça sera le cas pour nous. Donc on a intérêt à faire en sorte que nous apprenions le maximum, nous accueillions le mieux possible pour attirer encore le plus de monde possible dans 6 ans et que nous apprenions à nouveau ce dont on a besoin ou ce qu'attendent nos touristes pour les recevoir à la hauteur de leurs espérances.
Effectivement, on parle beaucoup de Marseille sur ces Jeux Olympiques, mais beaucoup de villes vont accueillir des pays comme l'équipe du Kenya qui va s'installer à Miramas. Là aussi, tout le territoire va être dynamisé. Toute notre attention est concentrée sur Marseille, c'est évident. L'arrivée de la flamme le 8 mai va avoir lieu sur le Vieux-Port. Mais quand même, il y a des villes qui vont bénéficier clairement directement de l'accueil de ces équipes nationales et aussi des touristes qui vont venir supporter leur équipe. Marseille est ville haute. Mais à côté de ça, il y a toutes les villes terres de jeu. Et puis il y a le parcours de la flamme. Vous l'avez dit, le 8 mai, la flamme arrive en France, elle arrive par Marseille, et elle fait un périple de 4 jours, traversant plusieurs villes, allant à Aix, allant à Martigues, allant à Arles en tout cas. Et donc elle va traverser nos villes et nos villages. Ça va être un premier coup d'envoi. C'est-à-dire que les JO vont commencer réellement à partir du 8 mai pour nous. On n'attendra pas les premières épreuves. Bon. Et ensuite, si vous voulez, à travers ce que j'évoquais tout à l'heure, les villes terres de jeu qui vont créer une dynamique, mais aussi les touristes qui, une fois qu'ils seront venus pour des épreuves sportives, vont faire un périple en Provence, dans notre territoire sur Aix-Marseille-Provence, mais au-delà, dans le Vaucluse, dans le Var. On va sortir un petit peu de ces Jeux olympiques pour parler de nos commerces ici à Marseille. Et 6 mois après la vandalisation des commerces en centre-ville, j'aimerais que vous me dressiez un petit peu le bilan pour la plupart d'entre eux. Est-ce que les commerçants se sont remis de ces attaques qui ont eu lieu l'été dernier? Alors écoutez, le bilan est assez contrasté. D'abord, un certain nombre de commerces n'ont toujours pas réouvert. Et certains ne réouvriront pas. On a un certain nombre de commerces. Je vous rappelle que c'était 470 commerces qui ont été pillés lors des violences urbaines de fin juin 2023. D'autres se sont remis, ont redémarré assez rapidement, d'autres un peu plus lentement. Mais globalement, tous ont un trou, un manque de chiffre d'affaires qui a été réalisé. D'autre part, euh, comment dire, le centre-ville de Marseille n'a pas permis de rattraper, à continuer, je dirais, à avoir quelques difficultés, qui n'ont pas permis complètement de rattraper. Donc un certain nombre de commerçants quand même, un nombre important même, ont toujours un peu de difficultés, plus une angoisse qui reste de savoir s'ils vont devoir revivre un jour ou un autre cette situation catastrophique. Alors vous le savez, nous à la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence, dès le mois de septembre, dès le 15 septembre, on a lancé un grand appel, je dirais, aux collectivités territoriales pour se rassembler et pour faire en sorte qu'avant les JO, avant l'accueil justement de nos touristes, nous puissions régler un certain nombre de difficultés de notre centre-ville sur l'impression de sécurité, l'impression de enfin sur la propreté, sur, je dirais aussi, l'environnement urbain de façon à ce que chacun puisse déambuler et profiter pleinement de ce centre-ville de façon apaisée, avec des compétences d'ailleurs multiples. On a fait un certain nombre de réunions qui vont permettre, je l'espère, de prendre des décisions, d'avancer dans ce sens. Vous aviez alerté notamment sur les vendeurs à la sauvette. On a alerté sur les vendeurs à la sauvette, on a alerté sur les gens qui malheureusement n'ont pas de toit et vivent toute la journée et la nuit dans la rue, on a alerté sur la dégradation des conditions de vie en commun en centre-ville qui prennent des proportions préoccupantes sur la zone de Belzunce et sur certains quartiers du centre-ville. On a alerté aussi sur peut-être la nécessité d'avoir une présence policière accrue parce que ça permet de rassurer aussi nos clients et les touristes sur la situation. On a alerté aussi sur le fait que les touristes avaient été victimes de façon assez importante pendant l'été de vandalisme de leurs véhicules dans les parkings publics quand ils étaient dans les hôtels ou au restaurant, mais pas seulement les touristes. On a alerté donc sur des sujets pratiques du quotidien, plus de sécurité dans les parkings, plus de présence policière dans l'espace public, le fait aussi de respecter les règles, d'éviter qu'il y ait des véhicules, des deux roues ou des quatre roues qui se promènent dans les zones piétonnes en permanence, comme sur la Canebière ou comme sur la rue de Rome ou comme autour de la plage Générale de Gaulle pour ne parler que d'ici, mais c'est vrai pour de partout. Bref, on a appelé aussi à ce qu'on retrouve un centre-ville apaisé dans lequel nous pouvons tranquillement, en famille, profiter du centre-ville, faire nos courses, balader et passer un peu de bon temps. Voilà, on a appelé quelque part à ces sujets. Je vois que certains ont considéré que c'était des priorités pour 2024. On ne peut en être que satisfait et j'espère que ce jeu collectif des collectivités et de l'État que nous avons mis en place va donner, je dirais, des bons résultats pour le centre-ville, pour préparer les JO, mais aussi pour la pérennité. Parce qu'un centre-ville
de la ville cœur, la ville principale la plus importante de notre métropole qui va mal, c'est l'ensemble de notre territoire qui va mal. Un centre-ville qui rayonne, c'est l'ensemble du territoire qui va pouvoir rayonner. Voilà. Benoît Payan vous a entendu effectivement puisqu'il a annoncé l'ouverture d'un commissariat de police à quelques mètres d'ici, au 42 la Canebière. Pensez que ça va ramener un petit peu de sécurité auprès des commerces et des touristes? Bah, Benoît Payan a annoncé l'arrivée d'un commissariat de police municipale au 42 de la Canebière, effectivement. La préfète de police fait un grand plan de sécurité et elle redécouvre par là, je dirais, les nécessités du centre-ville. Les autres collectivités aussi en matière de propreté ou autre. Pour les ventes à la sauvette, on voit bien que le sujet est complexe puisque plusieurs interviennent. J'espère qu'ils seront capables de tous se mettre autour de la table à nouveau avec nous à notre invitation pour pouvoir arriver. Et le maire a surtout annoncé un plan avec des équipes dédiées au centre-ville. Donc pourquoi pas, faisons le pari que cet appel qu'on a lancé le 15 septembre avec les associations de commerçants, avec les fédérations professionnelles telles que l'UMI par exemple, aura été entendu et servira à co-construire collectivement, parce que c'est comme ça que ça marche, les solutions de demain. La métropole a déjà réagi en nous mettant à disposition des éléments pris pour la sécurité dans les parkings et qui seront encore renouvelés dans les nouvelles concessions. Bref, chacun a un rôle à jouer dans un sujet. Mais quand on prend tous les sujets ensemble, si chacun se met autour de la table et qu'ensemble on arrive à résoudre, vraisemblablement on ira beaucoup plus loin que si chacun essaie de faire seul dans son coin, ce dont on voit bien depuis 15 ans, qui continue à malheureusement laisser le centre-ville se dégrader et arriver à un taux de vacances qui devient inquiétant. J'imagine que l'écologie, et particulièrement la transition écologique, fait partie des sujets importants que vous abordez ici à la CCI auprès des entreprises du territoire. Comment vous travaillez sur ces sujets? Alors, on travaille de différentes façons. D'abord, première chose, notre territoire est un momentum, je dirais, historique. On a parlé d'attractivité avec les Jeux Olympiques, mais pas que. On est aussi à un momentum historique avec, sur la partie industrielle, autour du grand port maritime de Marseille-Fos, 11 à 13 milliards de projets industriels, ce qui n'est plus arrivé depuis 40 ans, qui pourraient être réalisés dans les 10 prochaines années, qui créeraient 14 à 15 000 emplois. À ça se rajoute la transformation déjà engagée par Airbus et Hélicoptère, où c'est 4 à 5 000 emplois supplémentaires. Et donc, si vous voulez, ici, on travaille au quotidien pour à la fois faire en sorte que ces 11 à 13 milliards de projets industriels, pour créer en fait la décarbonation, et donc conserver l'industrie qu'on a aujourd'hui, et surtout devenir le territoire de la souveraineté retrouvée française, c'est-à-dire c'est ici qu'on accueille les besoins industriels, et on a bien vu avec la crise Covid qu'on avait un sujet de souveraineté, à partir d'énergies décarbonées, c'est-à-dire totalement propres et non, je dirais, comment dire, souhaitées par les concitoyens dans les tendances d'aujourd'hui, pourraient nous mettre en position de pilote. Donc on travaille sur ces sujets. On travaille sur ces sujets d'accompagnement des industriels, on travaille sur ces sujets d'accompagnement des transformations des besoins énergétiques, on travaille sur ces sujets aussi d'accompagnement des élus locaux aux côtés des concitoyens et de l'État d'ailleurs, pour que l'État mette en place aussi un certain nombre de dispositifs en place pour faciliter la réalisation de ces projets dans des délais brefs, puisque les industriels, s'ils n'ont pas des réponses rapides dans les 18 à 24 prochains mois, puisque la compétition est mondiale, seront amenés à les poser leurs projets ailleurs. Et on raterait donc une opération historique. Mais aussi, il va falloir qu'on se préoccupe du quotidien de nos concitoyens, de l'engorgement du territoire pour rentrer sur la zone industrielle ou portuaire, des difficultés à se déplacer pour les familles et pour les étudiants pour aller faire leurs études, des difficultés à se déplacer pour aller rejoindre son point de travail. Et donc on a un certain nombre de retards qu'il va falloir qu'on arrive à résoudre, à accélérer si on veut pouvoir, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, accueillir ces 20 000 salariés supplémentaires. 20 000 salariés, c'est probablement plus de 10 à 12 000 salariés qui viendraient d'autres régions de France. Et donc, peu ou prou, avec 2,2 personnes dans un ménage, c'est une ville nouvelle qu'il faudra créer. Ça veut dire qu'il va falloir du logement. Alors, on ne va pas créer une ville, vous le comprenez bien, parce que c'est pas possible, mais c'est l'ensemble des villes du territoire qui vont les accueillir. Mais donc, ça veut dire qu'il va falloir créer massivement du logement. On est déjà très en retard, il va falloir en créer encore beaucoup. Il va falloir créer des écoles, il va falloir créer des crèches, il va falloir créer des nouvelles voies de circulation, il va falloir trouver du foncier parce que si vous accueillez 15 000 personnes qui travaillent dans ces sujets industriels, ben, le conjoint il peut travailler dans un autre sujet pour pouvoir créer du foncier, pour pouvoir accueillir des entreprises. Et puis il va surtout falloir se préparer à pouvoir aller chercher d'autres entreprises dans la souveraineté. On parle de sanitaire, enfin on parle de santé, de biotech, mais aussi de numérique, mais aussi probablement de logistique, puisque grâce à nos infrastructures portuaires, on a un certain nombre d'enjeux. Y compris d'ailleurs l'enjeu
qui est porté par le président de la République dans le plan Marseille en grand pour notre port, qui est quelque part, si vous voulez, d'utiliser le Rhône et la Saône pour pouvoir agrandir notre hinterland et transporter les marchandises de façon décarbonée, et pour lequel on pense qu'en réalité il faut aller bien au-delà de la Saône, il faut monter jusqu'au Rhin ou au Danube, comme l'a annoncé le président de la République lors de sa venue 3 jours à la fin juin de l'année dernière, pour pouvoir quelque part se connecter à un nouvel hinterland et pouvoir bénéficier des autoroutes fluviaux européens auxquels le Rhône aujourd'hui et la Saône ne sont pas connectés. Vous l'avez appris comme nous depuis hier, la salle de shoot au 110 boulevard de la Libération ne se fera pas. Nous, on avait reçu à Radio JM de nombreux commerçants inquiets au boulevard de la Libération de voir installer cette salle de shoot à proximité de leur commerce, craignant effectivement une chute du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie, sur l'implantation d'une potentielle salle de shoot à Marseille par rapport notamment aux commerçants qui pourraient se trouver à proximité? Je crois que le sujet est un sujet de société avec un débat profond. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas que l'implantation d'une telle structure nécessaire ne vienne dégrader la qualité de vie des habitants. Il ne faut pas que ça puisse perturber les habitants, les élèves, les enfants qui y sont et les commerçants qui y travaillent. Il ne faut pas que ça mette en cause le fonctionnement d'un quartier. On a déjà suffisamment de difficultés. Et donc, moi, je suis assez, pour m'être renseigné un peu, je suis assez intéressé par l'initiative strasbourgeoise qui a permis de créer un lieu d'accueil qui ne soit pas en centre-ville, qui soit plutôt en proximité, mais sans être en centre-ville direct, pour éviter le plus de difficultés de vie du quotidien entre les différents publics. Il faut soigner les malades, mais il faut aussi faire en sorte d'éviter que ça devienne l'enfer pour les autres concitoyens. Et je crois que c'est important de trouver le bon lieu pour que ça soit accepté par tous, parce qu'au fond, tout le monde considère que c'est une nécessité, mais il faut trouver le lieu qui permette à chacun de pouvoir, à chaque public, je dirais, à chacun de nous, de pouvoir assumer ce côté positif sans que ça soit une contrainte au quotidien. Et donc, là, on avait le problème sur le boulevard Libération, mais si c'est pour le mettre dans un autre quartier commerçant ou un autre quartier de vie de notre ville, avec des enfants, des familles, qui pourrait être un quartier comme celui de la Libération, qui n'est pas encore impacté par ce phénomène-là, on n'aura pas forcément trouvé de meilleures solutions. Voilà. Donc je dis qu'il faut être très attentif, c'est un choix complexe, c'est un sujet délicat, c'est un sujet qui appartient à la ville, essentiellement, et donc c'est un choix politique de la ville de Marseille, c'est un choix de l'État aussi. Mais nous, on est là pour faire en sorte d'accompagner l'économie et d'éviter qu'il y ait des impacts par des décisions prises qui viennent dégrader, voire annihiler toute forme d'économie existante et qui rendent impossible la vie pour les habitants et les concitoyens au quotidien. On va évoquer maintenant cette grande soirée que vous organisez lundi 22 à 19 heures au Parc Chanot, les vœux du monde économique. En quoi va consister concrètement cet événement? Vous prévoyez plusieurs centaines d'invités. Alors écoutez, oui, c'est un peu le final. C'est un peu le final des vœux des acteurs économiques, tous acteurs sur le territoire métropolitain. On a déjà eu une session sur Aix-en-Provence avec quasiment un peu plus de 900 personnes, une session sur Aubagne-la-Ciotat à midi dans un club. Alors c'était très tourné autour des JO. Donc à Aix-en-Provence, c'était à l'Arena avec les gens du POC. À Aubagne-la-Ciotat, c'était dans un club de rugby d'Aubagne. Et puis, on a eu aussi, pour Étang de Berre, à Marignane, avec différents athlètes. Lundi, c'est un peu le final. On aura plusieurs types de plateaux. On aura globalement un sujet qui est celui qui nous anime tous, c'est les similitudes, les points de convergence entre le monde sportif, le sport de haut niveau et l'entreprise. La prise de décision, je dirais, voilà. Mais aussi parfois des sujets qui peuvent être des sujets de différence. Nous aurons lundi, je peux annoncer quelques intervenants, mais nous aurons lundi, par exemple, un médaillé olympique renommé, Thierry Rey, qui nous a fait rêver pendant notre jeunesse pour un certain nombre d'entre nous, qui sera présent aux côtés de Pablo Longoria pour l'Olympique de Marseille, ou de Christine Fabresse, qui dans le cadre d'une interview qui sera menée par Nelson Montfort et Elsa Charbit.
la caisse d'épargne, Christine Fabrès, partenaire du sport. Voilà. On aura après des tables rondes avec des chefs d'entreprise, des start-upers et aussi des sportifs, y compris des sportifs qui sont médaillés en handisport ou en sport et qui nous raconteront comment ils peuvent s'en sortir, comment ils peuvent financer la pratique de leur sport, comment ils peuvent vivre, et d'autres qui le sauront. Ce qu'il faut savoir, c'est que 50% des sportifs qui ont fait les derniers JO vivaient avec un revenu inférieur à 50% du seuil de pauvreté. C'est une réalité, clairement. En réalité, c'est une grande précarité, et donc c'est bien de mettre la lumière, d'avoir des médailles, mais il faut voir l'effort que ça représente, et donc lundi, on participera tous ensemble à cet élément. On verra aussi peut-être à travers les différents plateaux l'importance que ça peut avoir pour la mobilisation du territoire, des équipes et les enjeux qui sont derrière. Et puis, sans vouloir d'effrayer le nombre d'inscrits, mais je peux vous dire qu'on a déjà plus de 2000 inscrits. Voilà, donc il faut venir, il faut être nombreux, ça sera un grand moment de ce territoire. Ça confirme l'intérêt aussi de tout ce qui est le jeu collectif, puisque Tous Acteurs, c'est un collectif de 157 représentants du monde économique qui seront rassemblés. Alors au Parc Chano, c'est facile, on peut se garer, les salles sont grandes, donc on vous attend nombreux. Il faut s'inscrire sur Internet, c'est mieux parce que ça permet de faciliter l'accès et le contrôle, je dirais, dans ces périodes un peu complexes toujours. Mais tout le monde est le bienvenu et il y aura des belles surprises, des beaux temps, des belles histoires, des belles envies racontées. J'en ai plein en tête. Nous en fait intervenir Muriel Urtis, par exemple, à Marignane cette semaine. Ça a été un moment exceptionnel à côté d'un jeune en freestyle de VTT. Voilà, ce sont que des belles histoires. Et d'un champion, je dirais, de surf qui est devenu champion paralympique après s'être fait arracher par un requin à la Réunion sa jambe. Donc ce sont de belles histoires à accompagner. Il y a de vraies similitudes avec le monde de l'entreprise. En tout cas, il y a des choses qui peuvent nous inspirer communément. Et les sportifs de haut niveau ont besoin des entreprises pour pouvoir vivre dignement pendant qu'ils s'entraînent et pour leur reconversion sportive, parce que souvent, on fait du sport très jeune et ça ne dure pas toute une vie. Donc ça se passe lundi 22 janvier à 19 heures au Parc Chano. Dernière chose, Jean-Luc Chauvin, une réaction. Nous sommes à plus de 100 jours de la prise d'otage de dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants en Israël par le Hamas. Quel est votre sentiment face à ce constat? Écoutez, aujourd'hui, après le choc, je dirais, de l'horreur de cette nuit-là, on a du mal à comprendre qu'on a encore une centaine voilà, d'otages. Dont 3 Français. Oui, mais d'une manière générale, d'otages, d'une manière générale, on a du mal à se dire qu'on est au 21e siècle et qu'on a encore ce type de comportement. Et malheureusement, force est de constater que c'est la réalité. On a plusieurs conflits dans le monde, et notamment celui-là, qui a des conséquences d'ailleurs plus importantes que ce qu'on aurait pu imaginer immédiatement au départ, puisqu'on est en train de réorganiser toutes les routes de trafic maritime mondial. Donc ça va avoir des conséquences sur l'économie en général et donc sur aussi l'inflation au quotidien pour nous tous, parce que les produits vont certainement à nouveau coûter plus cher à cause des coûts du transport. Mais c'est surtout humainement quelque chose qui est difficilement acceptable. Il faut œuvrer et travailler le plus possible à la réconciliation, au travail commun, ici, ailleurs. Ici, on est une ville d'accueil, une ville portuaire, une ville avec une tradition forte. Il faut probablement essayer de s'en inspirer et faire en sorte que ce type de comportement, d'action soit banni, disparaisse. On doit tous lutter contre ce type de comportements qui sont abjects. C'est des personnes qui, quelque part, tous nos otages, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité, n'ont rien demandé. Et c'est pas normal. Merci beaucoup Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, d'avoir été avec nous sur Radio JM. À lundi donc. À lundi donc, avec grand plaisir. Et puis, puisqu'on est dans une période de vœux, on a dit bonne année à tout le monde tout à l'heure, mais bonne année et longue vie aussi à Radio JM. Merci beaucoup et à très bientôt. On vous attend dans notre nouveau studio dans peut-être 2 mois. Bah écoutez, avec grand plaisir. Merci bien.